Au sein du hameau de Ubaku résidait une femme prénommée Béatrice, que l'ensemble des habitants nommaient affectueusement Mama Béa. Elle avait perdu son époux. Son conjoint avait succombé à un accident mortel sur un site de construction où il s'efforçait de rassembler les fonds nécessaires à la scolarisation de leur seul enfant. À cette période, leur jeune fils Lando n'était âgé que de 4 ans. À partir de cet instant, l'existence de Mama Béa se mua en une longue et douloureuse épreuve. Son affection pour son fils surpassait tout le reste. Elle a consenti à tous les sacrifices pour son bien, elle subvenait à leurs besoins en vendant du bois, en transportant de l'eau pour les familles aisées et en nettoyant les vêtements de clients qui, quelquefois, ne la rémunéraient pas. Quotidiennement, elle arpentait les rues du village, portant une cuvette sur sa tête et une immense tristesse dans son âme. Elle mettait tout en œuvre pour offrir à son fils une éducation convenable. Il représentait l'unique bien qu'elle possédait. Il était sa seule motivation pour persévérer, y compris lorsque les provisions s'épuisaient. Il arrivait des soirs où elle se nourrissait uniquement d'un peu d'eau, prétendant ensuite à son fils qu'elle avait déjà pris son repas. Elle a sacrifié ses nuits de repos. Elle s'est privée de tout. Cependant, en dépit de ses efforts, cela ne suffisait jamais. Lorsque Lando atteignit l'âge de 10 ans, il commença à observer son environnement avec plus d'acuité. Il constatait que son camarade Sami arborait en permanence des uniformes propres et des chaussures soigneusement lustrées. Il voyait que Kevin se présentait à l'école avec du riz sauté au poulet, alors que lui-même devait se contenter de riz blanc avec un filet d'huile rouge, emballé dans du plastique. Ses fournitures scolaires étaient toujours les dernières à être achetées. Son habit de classe était rapiécé de toutes parts, et ses souliers semblaient être des vestiges d'un ancien temps. Un certain après-midi, Lando revint à la maison empli de fureur. Il lança son cahier par terre et hurla en demandant à sa mère pourquoi elle l'avait conçu si elle savait son incapacité à s'occuper de lui. Mama Béa était alors en train de piler du manioc. Elle cessa son mouvement. Elle interrogea son fils sur la nature de son trouble et la raison de sa question. Il lui expliqua que Sami avait de nouvelles chaussures et que Kevin apportait constamment des repas copieux. Lui, en revanche, était contraint de porter ce vieil uniforme usé. Elle essaya de lui fournir une explication posée. Un uniforme neuf coûtait 5 000 francs. Elle lui avoua que ses revenus ne lui permettirent pas de le renouveler chaque année. Il réitéra alors sa question sur les raisons de sa naissance. Ses paroles la heurtèrent plus violemment que n'importe quelle maladie. Elle ne donna aucune réponse. Ce soir-là, elle cuisina de l'igname avec un peu d'huile rouge. Elle lui présenta le plat, mais il le rejeta d'un coup de pied. Il demanda, méprisant, si elle cherchait à le nourrir ou à le punir. À partir de ce jour, Lando se mit à l'apercevoir comme une ennemie. Une fois ses 15 ans révolus, il commença à fréquenter des garçons du voisinage. Il commettait des méfaits, abordait les jeunes filles et passait son temps à l'extérieur. Elle employa tous les moyens pour le raisonner, le suppliant, pleurant, et s'agenouillant même en public un après-midi, où il rentra en titubant. Ce jour-là, elle le saisit par son t-shirt, l'implorant de ne pas ruiner son existence. Mais il cria de le lâcher et lui asséna une gifle. Les voisins poussèrent des cris. Une femme âgée accourut pour s'interposer, mais Mama Béa ne prononça pas un mot. Cette nuit-là, elle ne mangea rien. Elle s'assit à même le sol, tenant entre ses mains un vêtement que portait son fils lorsqu'il était bébé, le regard perdu dans le vide, comme si elle cherchait des réponses qu'elle savait inaccessibles. Au fil des années, Lando ne s'amenda pas. Au contraire, son comportement empira. Il ne rentrait à la maison que pour l'injurier. Parfois, il s'absentait pendant 2 jours sans donner d'explication. Malgré tout, elle persistait à lui cuisiner des repas. Elle continuait de laver ses habits. Chaque soir, elle laissait une lampe allumée près de la fenêtre, dans l'espoir qu'il reviendrait un jour avec un sourire. Mais ce sourire, elle ne le revit jamais. Le jour de son 21e anniversaire, Lando quitta le village sans avertissement. Il prépara son sac en toile de nylon, subtilisa les 2000 derniers francs que sa mère avait dissimulés dans le placard et s'évanouit dans la nature. Mama Béa le rechercha durant de longues années. Elle interrogea les voisins, les voyageurs, les fidèles de l'église. Nul ne savait où il était allé. Elle attendit une lettre qui ne vint jamais. Elle espéra un appel qui ne se produisit pas. Puis sa santé commença à décliner. Elle se mit à souffrir de quintes de toux. Le chef du village lui suggéra de se rendre à l'hôpital général en ville, mais les moyens financiers lui manquaient. Elle tenta de faire parvenir un message à Lando, par l'intermédiaire du fils d'un voisin qui se rendait en ville. Elle lui demanda de transmettre qu'elle était malade et qu'elle aurait besoin de 2000 francs pour acheter des médicaments. Lando reçut effectivement les messages, mais il choisit de les ignorer. Il n'envoya aucune somme d'argent. Il commenta après avoir lu les lettres que cette sorcière cherchait à récolter là où elle n'avait rien semé. Un jour,
elle perdit connaissance sur le chemin du retour du marché. Une écolière l'aida à regagner son domicile. Elle resta alitée sur sa natte durant 3 jours, ne consommant que de l'eau salée, sans pouvoir rien avaler d'autre. Son corps était épuisé, et son espoir s'amenuisait. Les semaines s'écoulèrent, puis les mois. Lorsqu'elle retrouvait un peu de vigueur, elle passait ses nuits à l'extérieur, contemplant la lune et récitant une prière. Elle implorait le Seigneur de ne pas laisser son fils l'oublier et de toucher son cœur pour qu'il ait une pensée pour elle. En prononçant ces mots, des larmes s'échappèrent de ses yeux lasses. Il patienta jusqu'à ce que le village entier soit plongé dans le sommeil. Il s'empara ensuite d'une torche et quitta la maison sans un bruit. Son chemin ne le mena pas vers la chambre de sa défunte mère. Il ignora les sandales qu'elle avait laissées près du foyer. Il ne consacra pas le moindre instant à une prière. Il se dirigea directement vers la sépulture. Celle-ci avait été creusée derrière la maison, non loin de la tombe de son père, sur le terrain familial. La terre, récemment remuée, était encore couverte de fleurs et de sable rouge. Il marqua un arrêt, se tenant immobile devant ce lopin de terre où reposait celle qui lui avait donné la vie, froide et déjà oubliée. C'est alors qu'un ricanement s'échappa de ses lèvres. « Voilà donc comment ton parcours s'achève », lança-t-il, debout face à la tombe fraîche. « Vieille femme, mère des tourments, après tout cela, tu termines seule dans un trou. » Il s'accroupit et cracha sur la sépulture. « Tu portais le nom de mère, mais tu n'étais qu'un fardeau sur mon chemin. Ta seule mission était de m'aider à m'élever. Mais même cela, tu n'as pas su l'accomplir. Tu ne pouvais même pas m'offrir un cartable. Je t'implorais de me donner une chance, et tu me répondais par des citations bibliques. Contemple aujourd'hui ce que ton sang m'a procuré. » Il fit lentement le tour de la tombe, sa respiration forte et saccadée. « Je leur affirmais ton inutilité. Mais vois maintenant, à présent. Enfin, tu m'as servi à quelque chose. » « À beaucoup de choses. » Il leva sa bouteille. « Merci, mère. Merci d'être partie au moment opportun. Merci d'avoir accepté ce repas avec allégresse. Merci d'avoir rendu possible mon ascension. Que ton esprit se consume là où il se trouve. » Il cracha une seconde fois, s'essuya la bouche du revers de la main et afficha un sourire. Puis il tourna le dos à la tombe. Il n'avait fait que 3 pas lorsqu'un souffle glacial lui balaya le visage. Il s'immobilisa net. Il jeta un regard derrière lui. Rien, hormis les fleurs et la terre. Il laissa échapper un soupir bruyant et regagna la maison. Durant cette même nuit, Lando fut assailli par un songe. Il se vit debout devant sa demeure, tenant un sac débordant de billets. Il riait aux éclats, jetant l'argent en l'air sous les acclamations de la foule. Puis, soudainement, le ciel s'assombrit. Il voulut s'enfuir, mais ses jambes se dérobèrent sous lui, le paralysant sur place. C'est à cet instant que sa mère émergea de sa tombe. Elle s'avançait vers lui avec une lenteur spectrale. « Tu as souillé ma tombe, » dit-elle. « Moi, qui ai donné mon sang pour t'offrir la vie, tu as craché sur l'unique personne qui t'a toujours regardé avec amour. Moi, ta propre mère, tu m'as traité avec mépris, et tout cela pour une simple question de pauvreté. » Il tenta de crier, mais aucun son ne sortit de sa gorge. « Tu t'es emparé de mon dernier soupir pour bâtir ta fortune. Tu as fait de ma fin le début de ton ascension. Tu as célébré ma mort avec faste. Mais tu as omis que la nature obéit à ses propres lois. » Elle tendit un doigt et le posa sur son front. Son doigt irradiait une lumière intense. « Tu connaîtras l'ascension. Oui, la richesse sera tienne. Les gens t'acclameront, mais cela ne sera qu'éphémère. Tu seras au milieu de tes richesses, et tu ressentiras encore la faim. Tes enfants grandiront tels des fleurs magnifiques, mais tous se flétriront avant d'atteindre leur plein épanouissement. Ta descendance s'éteindra progressivement sous tes propres yeux, et tu ne pourras rien y faire, malgré tout ton argent. » Dans son rêve, Lando tomba à genoux, implorant son pardon. Mais elle s'était déjà évanouie. Il se réveilla en sursaut, le cœur battant à tout rompre. Il se redressa et inspecta la pièce. Le calme régnait. Le ventilateur poursuivait sa rotation. Il tenta de se rassurer, en se persuadant que ce n'était qu'un mauvais rêve. Le matin suivant, le vent qui balayait le village était d'une intensité inhabituelle. Certains y voyaient un simple changement de saison, d'autres, plus superstitieux, chuchotaient que les esprits semblaient être courroucés. Dans les mois qui suivirent, Lando retourna en ville. Sa trajectoire connut une ascension spectaculaire. Les rentrées d'argent devinrent massives. Il fut contacté par une société qu'il sollicitait depuis des années, obtenant un contrat de 5 millions. Un autre homme, qui l'avait aidé fortuitement un jour, le présenta à un politicien qui lui octroya un vaste terrain. En l'espace d'une année, Lando devint millionnaire. Il fit l'acquisition de 2 voitures, érigea une immense villa et adopta un train de vie princier. Les jeunes de son entourage le surnommèrent le G. Les années s'écoulèrent.
Depuis le décès de sa mère, Lando n'était jamais retourné sur sa sépulture. Pas une seule fois. Il créa sa propre société en ville nommée Lando et Fils. Bien que ses enfants fussent encore en bas âge, il était convaincu que l'avenir appartenait à sa postérité. Il prit pour épouse Amarachi, une femme d'une beauté remarquable. Son sourire était capable de désarmer le plus endurci des hommes, et sa silhouette faisait sensation partout où elle passait. Mais ce qui séduisait le plus Lando était sa soumission face à son opulence. Elle ne posait jamais de questions, n'investiguait jamais en profondeur. Lorsqu'il lui annonçait que telle voiture était désormais la sienne, elle se contentait de demander quand elle pourrait commencer à la conduire. Leur union fut un événement somptueux, digne d'une production cinématographique. Des sénateurs comptaient même parmi les invités. Un chanteur de gospel de renom se produisit durant la cérémonie. On disait que Lando était au sommet. Quelques années plus tard, ils eurent 4 enfants, 3 garçons et une fille. Lando nomma son aîné Prince et sa fille Queen. C'était sa manière de réinventer sa propre histoire. Il leur offrit tout ce dont il avait été privé. Écoles privées, uniformes importés, et un argent de poche que certains fonctionnaires ne pouvaient se permettre. Pourtant, même au fait de son bonheur, ses nuits étaient devenues agitées. Il commença à apercevoir des bruits étranges. Au début, il s'agissait de sanglots étouffés. Il se réveillait et interrogeait Amarachi, qui lui assurait qu'elle dormait et qu'il avait dû rêver. Puis, les bruits se transformèrent en bruits de pas, des pieds traînant lentement d'un bout à l'autre de leur chambre. Une nuit, il se leva, lampe de poche en main, pour inspecter toute la demeure. Il ne trouva rien. Il mit cela sur le compte de la fatigue. Mais un soir, un événement terrifiant se produisit. Il aperçut sa mère. Elle se tenait debout dans la chambre, les bras croisés, son pagne noué exactement comme le jour où elle lui avait servi son dernier repas. Elle le fixa intensément, sans prononcer un mot. Lando resta pétrifié, incapable de parler, tandis qu'Amarachi dormait profondément à ses côtés. Puis, l'apparition se dissipa brusquement. Le lendemain, il sollicita l'aide de son pasteur. Celui-ci pria pour lui appliqua de l'huile sainte sur le front et invoqua le feu divin, mais les manifestations ne cessèrent pas. Il consulta également des guérisseurs traditionnels. Des rituels, des incantations et des sacrifices furent accomplis, mais sans aucun résultat. Les cauchemars s'intensifièrent. Il se voyait contempler des tombes ouvertes, dans lesquelles il voyait parfois ses propres enfants en pleurs. Il se mit à prier en secret, sans en informer sa femme, car il se sentait incapable de le faire. Elle, de son côté, jouissait pleinement de sa nouvelle vie, partagée entre coiffeurs, voyages à Dubaï et soins en spa. Comment aurait-elle pu appréhender cette histoire de spectre? Puis, une nuit, alors qu'il se trouvait seul et songeur dans le salon, sa mère lui apparut de nouveau. Cette fois, elle pointa simplement un doigt vers lui et prononça une sentence. « Ta descendance n'atteindra pas sa 20e année. Telle est la limite. Tu devras t'acquitter du prix de ton sacrilège, fils indigne. » Cette menace le plongea dans une terreur profonde. Dès le jour suivant, il se mit à surveiller ses enfants avec une attention accrue. Prince avait tout juste 16 ans, le suivant 13, Queen 10, et le Benjamin, Mike, n'avait que 5 ans. Le soir venu, il suggéra à Amarachi d'envoyer les enfants poursuivre leurs études à l'étranger, arguant que ce serait plus sûr pour eux. Elle lui demanda contre quelle menace il fallait les protéger, mais il se contenta de dire que ce n'était qu'une idée. Au fond de lui, la peur le rongeait. Sur le plan des affaires, tout semblait pourtant aller pour le mieux. Son entreprise était en pleine expansion, et son nom fut même mentionné dans une revue économique. Mais la nuit, ses oreilles étaient assaillies de bourdonnements. Il lui arrivait d'entendre ses enfants tousser dans leur sommeil, ce qui le faisait courir d'une chambre à l'autre, tel un homme éperdu, pour vérifier que tout allait bien. Les enfants le regardaient, perplexes, tandis qu'il les assurait que tout était en ordre. Progressivement, il devint l'otage de ses propres angoisses. Il cessa de voyager et de se montrer lors d'événements publics. Il prit l'habitude de dormir à tour de rôle dans les chambres de ses enfants. Il fit venir des amulettes de l'Est et enterra des objets protecteurs dans la cour, mais les cauchemars persistaient. Toujours la même prophétie revenait le hanter. Il n'atteindrait pas la 20aine. Il pleurait parfois, seul dans la salle de bain, non pas de remords, mais de peur. Une peur que toute sa fortune ne parvenait pas à dissiper. Amarachi finit par remarquer ce changement radical. Une nuit, elle lui fit remarquer qu'il ne la touchait plus. Il prétexta la fatigue. Elle rétorqua qu'il semblait constamment fatigué ces derniers temps et que son regard était hanté. Il ne sut que répondre. Quel aveu pouvait-il bien faire? Révéler que son mari avait sacrifié sa propre mère pour la richesse? Que leurs enfants étaient de ce fait condamnés? Qu'à chaque anniversaire, il décomptait les années qui leur restaient à vivre?
Il se prit à haïr les anniversaires, les gâteaux, les bougies et les rires. Tout cela résonnait pour lui comme un funeste compte à rebours. Il tenait un journal qu'il considérait comme un calendrier de la mort. Il se mit à boire, s'isolant dans son bureau en marmonnant qu'il pourrait peut-être acheter du temps ou sacrifier autre chose. Mais aucune réponse ne venait. Les entités supérieures avaient déjà perçu leur tribut. Et le décompte avait commencé. Le premier drame survint quelques mois plus tard. Prince, sa fierté, son premier-né, son héritier, venait de célébrer ses 20 ans. Il avait déjà l'assurance d'un jeune homme intelligent et charismatique, apprécié de tous. Il était en 2e année d'études en relations internationales, dans une prestigieuse université privée. La famille avait organisé une fête somptueuse pour l'occasion, et les photographies de cette dynastie de rêves circulaient abondamment. Une semaine après, Prince se plaignit d'un mal de tête. Amarashi attribua cela à la fatigue ou à un simple rhume. Elle lui administra des médicaments prescrits par leur médecin traitant. 2 nuits plus tard, il décéda dans son sommeil. Lorsqu'on le découvrit, ses yeux étaient clos et sa bouche entr'ouverte, comme s'il avait voulu formuler une dernière parole. L'atmosphère de la maison s'éteignit avec lui. Amarashi poussa des cris de désespoir, mais Lando, lui, resta silencieux. Il demeura assis, le regard fixé sur un mur, répétant à voix basse, tel un dément. Déjà un de moins. Le second coup du sort frappa 6 mois après. Le deuxième fils, un garçon curieux et plein de vie, s'effondra subitement lors d'une séance de sport à l'école. Le rapport médical conclut à une anomalie cardiaque non détectée. Lando l'inhuma sans la moindre cérémonie, en l'absence de visiteurs et de photographies. La demeure, jadis animée, se transforma en un lieu de silence glacial. Le rire avait déserté les lieux. Amarashi, anéanti par la perte de ses 2 fils aînés, s'installa dans une chambre séparée. Ses parents, alarmés, firent mener des investigations spirituelles qui leur révélèrent que son mari était à l'origine de ces tragédies. Elle commença à se méfier de lui et à tenir ses 2 derniers enfants à l'écart. Quelques jours plus tard, elle prit la décision de quitter la maison avec ses enfants. Elle prépara 2 valises durant une absence de Lando et laissa une note sur le lit. Elle y expliquait ne plus pouvoir assister, impuissante, à la mort de ses enfants, et qu'elle partait avec Quinn et Mike, lui demandant de ne pas les chercher. À son retour, il lut le mot, les mains tremblantes, et s'effondra en larmes. Quelques jours après, le siège de son entreprise fut ravagé par un incendie un lundi matin. L'origine du sinistre resta inexpliquée. Les caméras de sécurité avaient cessé de fonctionner 10 minutes avant le départ du feu. Tous les dossiers et archives furent réduits en cendres. La presse s'empara de l'affaire. Un journal, citant des sources anonymes, insinua que la fortune de Lando était liée à des décès suspects. La rumeur se propagea rapidement. Ses associés rompirent leur contrat. Les clients se détournèrent. Son nom n'était plus associé à la réussite, mais à la déchéance. Lando se retrouva reclus dans sa propre villa. Les dettes s'accumulaient, et même le personnel ne se présentait plus. Il perdit beaucoup de poids. 2 semaines plus tard, sa fille Quinn décéda. Amarashi ne le prévint pas. Il l'apprit par le biais d'une publication sur le profil d'une connaissance. Une photo de Quinn, accompagnée de la légende. Le ciel a accueilli un nouvel ange. Il commanda un taxi pour se rendre à leur dernière adresse connue, mais le logement était vide. Elle avait déménagé avec Mike, son unique enfant survivant. Il tenta de la joindre, mais son numéro n'était plus attribué. Lando rentra chez lui ce soir-là, seul, trempé par la pluie et grelottant. Cette nuit-là, sa mère revint dans un de ses rêves. Elle se tenait face à lui. Il rampa vers elle en pleurant et s'agrippa à son pagne, la suppliant de lui pardonner sa démesure et son aveuglement. Elle lui répondit de ne pas la croire responsable de sa chute, que la nature avait ses propres lois et qu'il avait atteint le paroxysme en sacrifiant sa mère pour l'argent. Ce qui lui arrivait n'était que la conséquence de ses actes. Elle ajouta qu'il n'avait pas encore tout perdu, qu'il lui restait un fils. Il se réveilla en hurlant. Pour la première fois depuis des années, il poussa un cri d'une telle intensité que son âme semblait s'embraser. La demeure n'avait plus rien d'un palais. C'était un mausolée de souvenirs perdus. Chaque pièce, chaque meuble ravivait une absence. La poussière recouvrait les rideaux. Le sol se dégradait et des rongeurs parcouraient les pièces. Une odeur d'opulence passée et de chagrin récent flottait dans l'air. Lando ne se lavait plus, ne s'alimentait presque plus. Il passait ses journées près de la fenêtre, serrant son vieux journal intime. Chaque bruit à la porte, chaque sonnerie de téléphone le faisait sursauter de peur. Puis, l'appel redouté arriva, d'un numéro inconnu. C'était Amarashi. Sa voix était neutre, dénuée d'émotion. Elle lui annonça que c'était terminé, que son petit Mike ne parlait plus. Elle le tint pour responsable de la mort de tous ses enfants, le maudissant,
et lui jurant une haine éternelle. Lando, suffocant, la supplia de ramener le corps à la maison, mais elle avait déjà mis fin à la communication. Le téléphone lui glissa des mains. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Il s'effondra sur le sol, son corps secoué de tremblements. Puis il hurla, un cri si terrible que les voisins accoururent. Ils le trouvèrent à terre, rigide, les yeux exorbités. Il était en vie, mais une attaque cérébrale l'avait laissé paralysé du cou jusqu'aux pieds. Médecins et thérapeutes tentèrent de le soigner, mais il était trop tard. Il se retrouva dépendant de son gardien, qui, par compassion, revint s'occuper de lui, se souvenant de l'aide que Lando lui avait apportée par le passé. Amarashi rompit tout lien avec lui, et la communauté qu'il avait jadis admirée l'évitait désormais. Lando passait ses journées alitées, le regard fixé au plafond, s'adressant parfois à ses enfants défunts, parfois à sa mère. Il se remémorait un verset qu'elle citait souvent dans son enfance. « Que sert à l'homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Il pleurait et implorait la mort de venir le chercher, mais elle ne venait pas. Un jour, il supplia le gardien de le conduire au village, sur la tombe de sa mère. Ils firent le voyage jusqu'à cette sépulture qu'il avait profanée. Cette fois, on le déposa devant elle. Son visage était vieilli, las et brisé. Il insista pour rester seul, malgré l'obscurité. Il contempla la tombe et pleura, demandant pardon, disant comprendre enfin sa douleur et son amour méprisé. 1 heure plus tard, lorsque le gardien revint, il avait les yeux clos et la bouche entr'ouverte. Il s'était éteint, mort, devant la tombe même qu'il avait insultée. On l'enterra à ses côtés, sans faste ni cérémonie.